Et bienvenue à ce webinaire de Le sport c'est pour la vie sur les outils clés ou l'évaluation de la littératie physique pour les jeunes, présenté par Monsieur Michel Johnson, professeur agrégé de l'École de kinésiologie et de loisirs de l'Université de Moncton. Donc, bonjour Michel. Bonjour Guillaume et bonjour tout le monde. Donc, avant de commencer, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà la formule de nos webinaires. Donc, c'est un webinaire évidemment qui va durer à peu près 1 heure, au travers duquel on vous invite évidemment à interagir avec nous, particulièrement avec Michel, en posant des questions. Dans la plateforme que vous retrouvez à votre droite, à la droite de votre écran, il y a une section questions. Dans la section questions, on vous invite évidemment à poser toutes les questions que vous avez tout au long du webinaire. Si c'est des questions qu'on va juger qui doivent être répondues immédiatement, je vais interrompre Michel et je vais lui poser la question. Sinon, généralement, à peu près à tous les 15 minutes, Michel, on va prendre un petit moment, passer à travers les questions qui sont là pour être sûr que tout le monde ait bien compris. Et C'est parfait. oui, et aussi, je pense que Michel, tu as quelques sondages à poser tout au long du webinaire pour essayer de comprendre un peu mieux finalement avec qui est à l'écoute avec nous. Donc, Michel, tu es présentement à Moncton. On a Oui, aussi, ça fait type un beau. On est trans-canadien aujourd'hui, Guillaume. On a ben des gens oui, de la Colombie-Britannique jusqu'au Nouveau-Brunswick. exactement. On a Kim Sanson également du Canada du sport c'est pour la vie à Victoria, et il y a moi qui est à Montréal. Et je pense que chez vous aussi, en fait, si je regarde la liste des participants, on est des gens évidemment d'un peu partout, tant au Québec que justement dans les provinces des Maritimes que dans l'Ouest. Donc sur ce, Michel, je te laisse commencer. Merci, Guillaume. Mais encore une fois, bonjour tout le monde. Je suis en fait professeur en kinésiologie. Les cours que j'enseigne, c'est le développement moteur, la prescription d'exercice et la physiologie de l'exercice. Donc, la littératie physique, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Mais plus que ça, j'ai un petit gars de 10 ans. Un petit gars de 10 ans qui joue au lacrosse, qui joue au football. Donc, c'est vraiment le voir grandir qui m'a... Ce thème ici m'a pris à cœur. En plus, on est dans une province qu'on entend souvent. C'est la province la plus obèse, que les enfants sont le moins en forme. Donc, d'un bord personnel, professionnel et aussi comme citoyen au Nouveau-Brunswick, c'est des thèmes qui sont très intéressants pour moi. On aimerait un gros remerciement à nos partenaires, c'est-à-dire non seulement le sport, c'est pour la vie, mais j'imagine que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà reçu ou vous appliquez pour des projets de la Banque Royale. On a aussi un support de l'Agence de la santé publique du Canada et de participation. Donc, merci à nos partenaires. Un petit survol de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. On va s'attarder juste quelques minutes faire une petite réflexion. Moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'est un petit peu votre expérience avec la littératie physique, les outils Play, les mouvements fondamentaux. De là, on va faire une petite mise en contexte. Pourquoi utiliser ces outils un petit peu, puis ensuite vraiment un survol. C'est quoi les outils comme tels, puis on va avoir une petite expérience pratique sur comment on utilise les outils. Puis cela, ça va ouvrir, j'espère, une discussion. Là, je vais passer la parole et le contrôle à Guillaume parce qu'on a quelques questions de réflexion qu'on Oui, aimerait faire avec vous. super. Alors, Merci, Guillaume. je vous lance un premier sondage. Depuis combien de temps êtes-vous familier avec le terme littératie physique, c'est-à-dire le terme savoir-faire physique? Est-ce que c'est tout nouveau pour vous? Est-ce que dans certains d'entre vous, c'est depuis 1 à 3 ans, 4 ou 5 ans et plus? On vous donne le temps pour répondre. Donc, prenez le temps d'y répondre. Voilà. Presque tout le monde a répondu. On laisse un petit dernier 2 minutes, 2 minutes, pas 2 minutes, 2 secondes. Parfait. Donc, on va donc fermer le sondage. Alors, les réponses. Michel, je te laisse analyser les réponses. Où est-ce que je peux les voir, Guillaume? Est-ce que tu les vois présentement dans ton écran? Et je vais te les dire à ce moment-là. Donc, ce qu'on a en fait, c'est pour 33% des gens qui sont avec nous, c'est tout nouveau.
Une bonne majorité, par contre, connaissent depuis 1 à 3 ans, probablement depuis aussi le temps que le programme Vive l'activité physique RBC est en cours. Et on a une personne qui nous dit qu'il le connaît depuis plus de 5 ans. Parfait. Ça, c'est intéressant. En effet, quand je regarde la littérature, la première fois que je trouve le terme littératie physique, c'est à peu près 1950. C'est un terme qui a été utilisé, ça fait assez longtemps, mais c'est revenu en vogue. Donc, c'est un temps qui est excitant pour nous autres. Merci pour cette réponse-là. Est-ce qu'on peut aller à la deuxième question, s'il vous plaît? Oui, certain. Est-ce que, et je vous lance le sondage, est-ce que vous avez déjà utilisé les outils PLE? On vous laisse quelques secondes pour répondre. Parfait. Donc, écoute Michel, on a 21% des gens qui sont participants qui sont là avec nous qui disent oui, mais une vaste majorité qui dit non. En fait, 79% des gens qui sont avec nous aujourd'hui n'ont pas utilisé les outils PLE. Oh ben c'est merveilleux. Ça nous donne, dans ce cas-là, ça sera du matériel nouveau. Puis on espère qu'on va vous donner l'intérêt d'utiliser ces outils. Merci beaucoup, Guillaume. Et la troisième question. Donc, la troisième question. Avez-vous déjà suivi une formation sur les habiletés liées au fondement du mouvement, donc le PNCE, le Programme national de certification des entraîneurs? On attend presque tout le monde a répondu. Super, parfait. Donc, tout le monde a maintenant répondu. Je vous partage les résultats. Oui, ce n'est pas une blague. C'est 50% oui, 50% non. Parfait. Merci. Et la quatrième question, s'il vous plaît. Oui, je vous pose la quatrième question. Donc, durant ce webinaire, notre question, c'est qu'est-ce que vous cherchez, en fait, comme information? En fait, c'est quoi l'information qui va vous aider? Est-ce que c'est faire de la recherche? Est-ce que c'est évaluer la littératie physique chez des participants? Préparer des demandes de subvention ou autre? Pendant que les gens répondent, je voulais juste dire que certains participants nous répondent par des réponses. Par des questions. Je viens de voir Madame Marine, entre autres, là, qui nous disait que elle connaissait évidemment la littératie physique depuis un peu plus d'1 an parce que l'administration de l'éducation physique en Belgique francophone s'inspire du DLTA depuis un peu plus d'1 an. Et voilà. Parfait, tout le monde a répondu. Je vous partage les résultats. Est-ce que durant ce webinaire, vous cherchez de l'information qui vont vous aider à, on a 36% des gens qui nous disent faire de la recherche, 79% nous disent évidemment évaluer. En fait, je m'excuse, c'était des choix multiples. Évaluer, en fait, c'est une majorité des gens qui cherchent à évaluer la littératie physique chez les participants. En deuxième, on a préparé des demandes de subvention, évidemment liées avec le programme Vive l'activité physique RBC. En troisième, faire la recherche et finalement 14% qui c'est pour autre chose. Bien, merci beaucoup tout le monde, c'est intéressant. Donc, si je résume un petit peu les résultats, nous avons la majorité des gens qui ont entendu du terme littératie physique, et ça pour différentes périodes de temps. Ce qui est intéressant, c'est que ça va devenir, vous cherchez à évaluer, et voici qu'on va parler des outils qui vont vous permettre jusqu'à un certain point de faire cette évaluation-là de la littératie physique. Je vois au niveau du PNCE, qui ont quand même la moitié des gens déjà qui ont leur formation du PNCE. C'est vraiment bien. Je vous remercie de partager ça avec nous. Donc, on va avancer avec une petite mise en contexte. Voici, en 2014, l'Association internationale sur la littératie physique a sorti avec leur consensus, leur définition de la littératie physique, qui ensuite, au Canada, en 2015, qu'on a eu des groupes qui ont adopté ça. Puis, on va s'attarder principalement à 1 et à 2. Donc, on va parler de la définition de la littératie physique. On va aller aussi parler des composants de la littératie physique, puis on va comprendre pourquoi c'est important d'apprécier que la littératie physique n'est pas tout simplement le mouvement.
Donc, au niveau de définition, moi, je trouve le graphique est vraiment bien. À la base, ce qu'on dit, c'est que la littératie physique, c'est d'avoir une compétence de mouvement, des habiletés. C'est aussi avoir une confiance. Hein, c'est qu'on est compétent, on a tendance à devenir confiant. Si tout va bien, on va avoir une motivation, on va avoir la volonté d'être actif pour la vie. Tout d'abord, c'est qu'on pourrait partager juste pour quelques instants, qu'est-ce qu'est la différence entre une aptitude et une habileté? Parce que là, on va parler des habiletés liées au mouvement. Puis, c'est important, il y a une valeur pour nous, comme des gens qui s'intéressent à l'activité physique. Qu'est-ce que la différence entre habileté et aptitude? Si vous pourriez juste mettre ça dans le chat un petit peu et partager quelques-unes de vos idées. Guillaume, on a-t-il des réponses? Moi, je vois pas les textes de nos participants. Donne-moi 30 secondes encore une fois. Donc, pourquoi évaluer, hein, c'est ça? Qu'est-ce que les différences entre les aptitudes et les habiletés? Donc, une question un petit peu ouverte pour être répondue dans le chat, si qu'ils peuvent. OK, je vais voir ça ici. Donc, on a le chat ici. Est-ce qu'on a des réponses? J'imagine que ça serait plus dans la section questions que je verrais. Je vous invite donc à poser vos questions directement dans la section des questions. Et là, vous m'aiderez, je m'excuse, hein, tout le monde, je suis moins familier avec la plateforme. J'ai personne présentement qui nous répond. Voilà. Donc, aptitude. On a Pierre Carey qui nous dit aptitude, ce qui nous intéresse est habileté de base chez les personnes. On a habileté de la part d'Adeline Leroy. Habileté, c'est quelque chose qui a été travaillé et donc une compétence développée. Oh, c'est fort, ça, bravo. C'est vraiment ce point-là qu'on veut ressortir. Ça qu'on va parler on parle des habiletés de mouvement. Donc, ça prend pour acquis que nous devons faire un développement, que l'enfant, l'adulte, peu importe, doit être exposé à ces choses-là. C'est merveilleux parce que souvent, on fait pas la distinction entre aptitude qu'on est né avec et cette habileté qu'on doit développer. Félicitations, c'est très bien répondu. Il y a quelques années, à travers l'Université du Manitoba, ils ont mis un groupe ensemble pour commencer à déterminer des compétences physiques qui seraient à développer à travers l'éducation physique. Puis, ces 16 compétences ici qu'on voit maintenant sur l'écran a vraiment devenu une base importante pour les outils Play. Et ensuite, on fait la lecture à travers courir en traçant un corps et donc l'idée de locomotion, courir jusqu'à un point, revenir, courir, sauter, atterrir sur ses deux pieds, faire des pas croisés, gambader, courir au galop, sauter sur un pied, sauter, lancer par-dessus, frapper avec un bâton, attraper d'une main, dribbler avec les mains sur place et en avançant, botter, dribbler avec les pieds en avançant, marchant vers l'avant en restant aligné, marcher en reculant en restant aligné. Donc, une série de mouvements qu'un panel d'experts en éducation physique a mis ensemble. L'idée d'habileté, on revient pour un instant, c'est si qu'on peut, on a vu quand même un assez bon éventail de mouvements fondamentaux. L'idée, à la base, c'est si qu'on peut donner plus de blocs, plus de mouvements à nos jeunes, ils vont être dans une situation à créer et à jouer de façon plus complexe, d'être plus complet, si vous voulez, au niveau moteur. Il faut faire un petit à côté. Une chose qu'il faut garder en tête, c'est différentes organisations, que ce soit le PNCE, que ça soit au niveau de l'éducation physique nationale, que ça soit de la Nouvelle-Zélande, ont déterminé différentes listes. Ceux-là d'entre vous qui ont travaillé avec KiwiDex, par exemple, qui vient de la Nouvelle-Zélande, qui est très, très fort, c'est pas tout à fait les mêmes habiletés de base, mais ayant dit ça, il y a beaucoup de choses semblables. Le PNCE, par exemple, vont se limiter à 6 activités, grosses activités, plus l'agilité, l'équilibre, la coordination. Donc,
différentes organisations déterminent ou ont défini les mouvements fondamentaux un petit peu différemment, la liste, mais quand même, ça se ressemble. Et à la fin de la journée, nous voulons développer des enfants qui ont un vocabulaire de mouvements variés. Voici, j'aimerais d'attirer votre attention à deux choses. Ceci, c'est le lancer. C'est des données pour le lancer. La ligne ici, la grande ligne bleue. Est-ce qu'ils peuvent voir mon pointeur assez bien, Guillaume? Oui, très bien. Ah, parfait. Donc, cette ligne-là représente les attentes basées sur ce que les éducateurs physiques ont venu à déterminer. Donc, leurs attentes par rapport à l'exécution du lancer. On remarque deux choses. En général, nos jeunes tombent dessous les attentes, mais l'autre chose qui est intéressante, c'est cette distinction qui commence à avoir chez les garçons et les filles, numéro 2 ici. Donc, deux choses à retenir de ce graphique-là sur le geste lancé, qui est vraiment à travers tous les systèmes que moi j'ai vus quand on définit les habiletés fondamentaux, le lancer est toujours là. Donc, c'est vraiment un qui est assez important. Nos jeunes n'atteignent pas en général, puis on commence à voir cette distinction, cette division des garçons et des filles. Un autre qu'on voit beaucoup, c'est le botté. Donc, encore, voici nos attentes, hein, la grande ligne bleue, le numéro 1. Et voici comment on est en train d'atteindre ces objectifs-là. En général, oui, encore, on est dessous la ligne, mais cette distinction des garçons et des filles. Ça que moi, je trouve intéressant, comme quelqu'un qui enseigne le développement moteur, au niveau de force, purement de la force. Lorsque les changements hormonaux, puis ça arrive, on voit certainement au niveau de force, que ce soit de la préhension manuelle, que ce soit des squats, on voit une distinction en force due tout simplement au biologique. Hein, les garçons qui vont traverser la puberté, les jeunes filles qui traversent la puberté, on va avoir une plus grande masse musculaire chez les garçons, puis on s'attend à une différence en force. Ça qu'il faut vraiment tenir en tête lorsqu'on garde la littératie physique, c'est qu'on ne s'attarde pas à une force absolue. C'est pas de la préhension manuelle que Guillaume est beaucoup plus fort que Jeanne ou Marie parce qu'il est plus gros au niveau de masse musculaire. Ceci, c'est la qualité du mouvement. Donc, cette habileté, et on voit la même tendance qu'on a vu avec le lancer, l'exécution de l'habileté à l'extérieur de la force physique, on voit une différence. Puis ça, c'est intéressant, ça devrait influencer nos curriculums, nos questions de recherche. Il y a une différence qu'on est en train de voir due à l'exposition. À quel point que ces enfants-là, garçons et filles, sont en train de voir ces habiletés-là, non dû à une prédisposition biologique. Ça, c'est intéressant aussi parce qu'on, si vous regardez ici, avec le 1, on regarde nos pas par jour. Hein, ceux-là d'entre vous qui utilisent des pédomètres, par exemple, sur nos ceintures. On regarde la quantité de pas par jour que les gens prennent. Ça qu'on veut sortir comme idée, si qu'on regarde ici sur l'axe des X, développement, compétence et maîtrise des mouvements. Puis ceci, c'est un résumé de 18 mouvements. Donc, courir, sauter, dribbler, botter. Ils ont regardé un ensemble global de mouvements. Puis ensuite, ils se sont dit, OK, qu'est-ce qui est le lien entre juste le mouvement en général? Donc, ce qu'on ressort, c'est lorsque nous sommes actifs, nous développons aussi, pour la plupart, c'est pas parfait. On a des gens qui sont à l'extérieur du cercle. Mais en général, lorsque nous sommes actifs, ça reflète aussi que nous développons nos compétences motrices. Observation générale. Les compétences physiques sont au-dessus des attentes chez un grand nombre de jeunes. Mettons quand même cela en contexte. Moi, j'ai une citation de 1957 d'un des grands penseurs en éducation physique américain,
à la fin de sa carrière, il avait débuté au début des 1900, qui dit nous avons des enfants qui n'ont pas de littératie physique. C'était son observation. C'est en 1957. Donc, si vous vous en rappelez un petit à côté, la première loi fédérale qui voyait qu'on avait des problèmes au niveau de la forme, puis ça, date de 1961, le projet de loi 131. Donc, ce n'est pas nouveau, mais nous avons un intérêt renouvelé, puis ça, c'est vraiment intéressant. Il y a une différence marquée entre les garçons et les filles dans la qualité du mouvement. Pas la force, mais aussi à la qualité. La force, oui. La différence, on s'attend à ça. Mais la qualité du mouvement de nos enfants, il y a une différence entre les garçons et les filles, puis ultimement, c'est aux activités que l'on expose nos jeunes filles. Il y a une très bonne relation entre l'activité physique et le niveau de compétence. Et cela, c'est l'aptitude versus l'habileté. Puis ça, c'est merveilleux. Donc, on est né avec des aptitudes, mais nous devons développer nos habiletés. Puis ça fait un très, très bon lien entre le fait que nous devons bouger pour apprendre à bouger. Je vous donne une petite pause de 2 minutes. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, envoyez-les dans le chat. On s'arrête juste pour un petit 2 minutes. Merci tout le monde. Merci Michel. Donc, ça fait un bon retour en fait sur les concepts de la littératie physique. Donc, si vous avez des questions, c'est un bon moment. Juste à la droite, en espérant que tout le monde en fait entend bien. J'ai vu que M. Carey avait la main levée un peu plus tôt. Est-ce que vous aviez une question particulière? Il semble pas y avoir de questions de la part de tout le monde, de la part de personne en fait. Ah oui, voilà. J'ai Madame Adeline Roy qui posait la question. Avez-vous le nom d'évaluateur indépendant à nous conseiller? Est-ce que vous voulez dire des évaluateurs en fait qui pourraient se déplacer jusque dans vos locaux? Pardon, peux-tu répéter la question? Je m'excuse. En fait, Adeline Roy nous demande est-ce que vous avez des noms d'évaluateurs indépendants à nous conseiller? Ben ça, nous autres, on a fait, on travaille de plus en plus proche avec les universités et les étudiants de kinésiologie, parce que par exemple, ici à l'Université de Moncton, les outils Play, Passeport pour la vie et les mouvements fondamentaux du PNCE sont partie du curriculum. Okay. Donc, ça permet aux écoles, par exemple, de nous inviter et aller faire des évaluations dans les écoles, dans les milieux sportifs. Vous allez voir que dans certaines situations que devenir un petit peu maître de ces outils-là, ça peut sembler un petit peu exigeant. Souvent, si vous allez voir au niveau des universités, ça facilite ça. De plus, vous pouvez demander des formations dans vos différentes régions à travers Sport pour la vie. Oui. Est-ce que ça répond un petit peu à votre question, Mme Carey? Je pense qu'elle continue en disant en déplaçant ou à conseiller à distance. Elle dit oui un peu, merci. En fait, Madame Leroy, je vous dirais qu'il y a effectivement, en fait, que Sport pour la vie serait votre référence dans le cas de l'évaluation de votre programme, parce que c'est évidemment les développeurs du PNCE et pas du PNCE, pardon, du DLTA, et aussi justement des outils Play. Donc, ça serait peut-être votre référence. Moi, je vous invite à contacter Sport pour la vie. Pour avoir un peu plus de coup de main là-dessus. Il y avait M. Carey qui se demandait si vous alliez avoir accès aux informations de ce webinaire. Quand vous dites informations, c'est que j'imagine vous parlez du PowerPoint, la présentation elle-même, et les outils Play. Écoutez, les outils Play sont évidemment entièrement accessibles sur le site web de Sport pour la vie. Michel, je crois qu'on va partager si je me trompe pas, on va pouvoir partager la présentation par la suite. Oui, et de plus, on va parler, il y a un site web que vous pouvez vous enregistrer avec où tous les outils sont là. Et en plus, il y a la possibilité d'enregistrer tous vos scores. C'est vraiment bien. Ça rend la vie plus facile lorsque vous faites vos évaluations. OK.
Super. On a une dernière question de M. Richard qui demande, est-ce que vous avez travaillé avec les organismes du secteur associatif comme les associations mineures de soccer et de baseball, par exemple? On fait, c'est une merveilleuse question, merci. On fait tout juste d'envoyer un premier rapport. Je suis aussi le développeur. Là vous allez, je m'excuse, hein, je suis le lead developer, le master facilitator pour Football Canada au niveau du programme junior. On fait juste de faire une petite étude auprès de nos jeunes au niveau des fondamentaux, donc c'est-à-dire de l'âge de 6 à 9 ans, avec les outils Play dans le sport communautaire. Parce qu'on s'intéresse beaucoup au contact sécuritaire, par exemple. Donc, on a des projets maintenant, non seulement avec le football, mais aussi avec le curling, qu'on a travaillé avec, et le lacrosse. Il y a des outils play qui sont vraiment bien, et lorsqu'on s'attarde avec les entraîneurs pour parler de comment ça veut dire quoi les sports, il y a vraiment des belles opportunités pour travailler avec le sport communautaire. Super. Parfait. Je pense que ça fait le tour. On te laisse continuer, Michel. Donc, une des choses qu'il faut vraiment qu'on garde en tête, même si on s'attarde à une évaluation physique souvent, hein, les outils play, on va beaucoup parler de lancer, sauter, courir. La littératie physique, il faut qu'on prenne un pas de recul, puis on regarde aussi à quel point au niveau comportemental, les enfants sont engagés dans l'activité physique, non seulement à l'extérieur du sport organisé, mais tout au long de leur vie, le savoir et la compréhension, c'est au niveau d'éducation, la littératie physique, c'est important que l'enfant apprenne à bouger, non seulement pour bouger, mais qu'il apprenne, c'est à l'intérieur, ce qu'on appelle la métacognition, si vous voulez. Il doit apprendre à bouger, à comprendre comment bouger. Puis la motivation, la confiance, c'est vraiment au niveau affectif. Donc, on ne veut pas limiter la littératie physique simplement au conditionnement physique ou à la forme physique. Si tout va bien, ces choses-là seront un résultat d'un enfant qui est actif et qui aime bouger. Quelques exemples que je trouve vraiment intéressants au niveau, pas physique, mais autre. Les enfants ont été demandés comment important c'est le mouvement. Ça, soyons honnêtes, présentement, si on regarde pour la recherche, les articles qui sortent de sport pour la vie, il n'y en a pas énormément. Il y a énormément qui vont sortir dans les prochains 2 ans. Ceci, ils nous ont donné quand même du data qui existait à l'intérieur de la recherche, mais ça s'en vient. Vous allez commencer à avoir beaucoup de publications qui sortent autour de Canada Sport pour la vie. Mais qu'est-ce que l'on ressort de ce graphique ici? Les enfants ont été demandés comment c'était important de bouger. Juste, ils vont un petit peu à beaucoup. Ils ont été demandés c'était important à bouger quand vous êtes à la maison, quand vous êtes avec les amis ou quand vous êtes à l'école. Ils ont comparé, par exemple, comment important c'est de faire de la lecture et de l'écriture, de la mathématique et le mouvement. Ça qui est intéressant. Donc, en général, oui, la mathématique, la lecture, très important à l'école, à la maison, mathématiques et l'écriture, moins avec les amis. Mais regardons encore ici dans notre cercle. Ça qui est intéressant, c'est que les jeunes rapportaient que le mouvement était important dans tous les secteurs. École, amis, maison. Donc, ça démontre qu'il y a quand même une reconnaissance de l'importance du mouvement. Par rapport à la confiance à bouger, nous voyons ici, puis c'est des choses qu'on voit souvent, cette différence entre les garçons et les filles. Donc, la confiance et soyons honnêtes, quand on regarde au niveau de la littérature, on n'expose pas les filles aux tant de variétés d'activités physiques, de sport, etc., etc. Une des expériences que moi j'ai eues, c'est que j'étais entraîneur avec l'équipe du football des femmes seniors dans les Atlantiques. On a eu beaucoup de succès, mais c'était tellement un tout petit groupe de femmes comparé à toutes les équipes qui ont d'hommes qui s'intéressaient à ça. Lorsque j'évaluais leur mouvement de base, même si c'était des filles qui avaient été plus actives, on voit quand même ils ont été exposés à moins de sport, moins d'activités. Et on voit ça lorsque l'on regarde des graphiques comme ceci encore chez les filles, puis on parle quand même des assez grands nombres. On parle de presque 6 000 jeunes qui ont été, que l'entrevue a été faite avec.
nettement une différence. Donc, l'importance d'inclure les filles dans le sport et d'adapter le milieu pour que ça les encourage. Enfin, le bonheur et l'activité physique. Donc, la question, c'était que je crois que étant actif me rend content. Chez les garçons, hein, c'est assez, jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est quand même assez continu. Donc, en général, ils trouvent que oui, être actif m'amène le bonheur. Chez les filles, ça arrive quand même assez jeune, on est alentour de 10 ans, cette perception que l'activité physique apporte le bonheur diminue. Puis en effet, même si on sait à partir de 11 ans, on perd beaucoup de nos jeunes dans le sport organisé, c'est encore plus évident chez nos jeunes femmes. Donc, une observation générale, c'est que le mouvement est perçu comme étant important à l'école, avec les amis et à la maison. Quand même, il y a une différence entre les garçons et les filles quand ça vient à la confiance à bouger et le bonheur durant l'activité physique. On prend une autre petite pause de 2 minutes. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez-les dans les cases. On prendra 2 minutes pour répondre à des questions. Oui, Michel, j'avais déjà une première question de la part de Madame Brossard, qui je pense va être répondue un peu plus loin, mais je voulais quand même la poser maintenant. Donc, Madame Brossard demandait si, par exemple, pour être capable d'évaluer une habileté parfaitement exécutée, est-ce qu'il y a une vidéo qui lui permettrait d'évaluer, en fait, de comprendre, de savoir qu'est-ce qu'une habileté bien exécutée. Qui lui pourrait lui aider, en fait, à situer dans les étapes sur l'échelle versus, quand on parle de développement versus acquise, des habiletés en développement ou acquises. Super de belles questions. En effet, on va faire une étude de cas à partir des vidéos qui sont disponibles sur YouTube et aussi lorsque vous vous enregistrez avec Sport pour la vie. Donc, non seulement qu'il y aura une description de l'habileté qui reflète l'échelle, mais en plus, il y a des vidéos. Ça qui est vraiment intéressant, ceux-là, puis je vois que la moitié d'entre vous avaient fait la formation des habiletés fondamentales, c'est qu'avec le PNCA, on a une série de vidéos qui vraiment notent clairement le développement d'un niveau 1, d'un niveau 2, d'un niveau 3. C'est pas tout à fait la même classification que les outils Play, mais c'est très proche et ça nous apprend à avoir une vue critique du mouvement. Donc oui, il y a des vidéos de sport pour la vie. Puis en plus, il y a des vidéos de notre programme national de certification des entraîneurs qui nous aident à regarder l'habileté, puis ensuite de donner une cote. On va pouvoir évidemment partager ces listes de vidéos-là dans un document par la suite à la fin du webinaire. Oui, parfait. Très bonne question. Madame ou monsieur Litwinick. Donc, pourquoi la confiance et le bonheur tombent pendant la puberté pour les filles? Si je dirais je connais la question absolue, j'aurais un prix Nobel, certainement. Mais ça que l'on voit, c'est en partie, c'est que quand on parle de compétence, si la compétence amène la confiance, nous avons malheureusement pas, tout simple, c'est pas biologique. Au niveau socioculturel, nous sommes hésitants à porter les filles à faire la même quantité d'activité physique, des sports qui sont vus comme étant inappropriés pour des filles. C'est qu'on les a pas donnés quand on garde nos blocs. Souvent avec nos jeunes filles, on les donne pas aussitôt de blocs. Donc, et aussi les opportunités pour l'activité physique qui n'est pas liée directement au sport. Je vais vous partager une des expériences que moi j'ai vécues avec mon garçon ça m'a brisé le cœur. En 3e année, il y avait l'école monte une équipe de handball. Wow, super de beau sport, il y a de la manipulation, de la locomotion, c'est merveilleux. Les coupures au sport se faisaient en 3e année. Pour certains, les garçons et les filles, il y en a, je suis certain qu'ils vont jamais de nouveau participer avec enthousiasme au sport. Ça, c'est rien de faire biologique. C'est l'environnement socioculturel. C'est qu'on ne supporte pas la participation et on crée pas des milieux qui ne sont pas uniquement liés au sport. Donc, pensez-y, si vous êtes moins exposé
à des activités physiques, vous avez moins de compétences, vous avez moins de confiance. Ensuite, nous créons un modèle après l'âge de 10, 11 ans qui est très compétitif. Les gens ont tendance à laisser. Puis malheureusement, les filles ressentent ça le plus. J'espère que c'est une réponse adéquate, mais c'est une très bonne question. Merci. Oui, super. Merci beaucoup. Donc, je crois que ça fait le tour pour l'instant. On n'a pas d'autres questions. Parfait. Là, on va aller aux outils Play. Puis, en général, qu'est-ce que c'est les outils Play? Parce que là, vous avez dit, vous êtes familier avec le terme, mais 80% d'entre vous, vous n'êtes pas familier avec les outils. Les outils ont vraiment été développés à partir des années 2000 par Dean Creelers. Dean, il est éducateur physique de formation, mais là, il a continué ses études doctorales au niveau de l'activité physique. Lui enseigne à l'Université de Manitoba, mais à l'intérieur des sciences de la réadaptation. Il a travaillé avec des équipes professionnelles, les enfants avec Cirque du Soleil. Lui s'intéressait beaucoup, non seulement la force, la forme physique, mais il a dit il faut reculer, il faut prendre un pas en arrière et regarder comment qu'on bouge. Puis c'est vraiment Dean c'est lui qui est à la base d'avoir développé ces outils-là. En général, ce qu'on voit avec les outils Play, c'est un cahier de travail. Donc, ça revient à vous pourrez aller en ligne, trouver, moi, je veux faire play de base, qui est 5 mouvements. Qu'est-ce que je regarde pour? Vous avez une petite étude de cas, vous avez une explication de chaque niveau du mouvement. Vous avez un formulaire pour entrer vos données, puis une fiche de suivi. Je vais vous avertir dès maintenant, particulièrement avec des plus jeunes enfants, de sous l'âge de 9 ans, j'ai souvent des entraîneurs qui sont, j'ai évalué mon petit jeune la semaine passée, 3 semaines après, je le réévalue, il fait pire. Nous avons au niveau de consistance motrice, chez les jeunes enfants, une journée tire bien, l'autre journée tire moins bien, journée d'après. Ce qu'il faut faire, c'est être patient et regarder sur une période de temps prolongée. En effet, on a fait un projet de recherche ici à l'Université de Moncton qui refaisait des habiletés de base, puis il les évaluait à tous les semaines pour une période de temps, puis ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Après l'âge 8-9, on a moins de fluctuations. So, il faut garder ça en tête. Il faut vraiment, oui, nous évaluons, mais il va y avoir plus jeune que l'enfant, plus de fluctuations. Donc, un beau cahier de travail qui vous dit quoi regarder, un formulaire pour vous aider à garder tout en tête, puis aussi un formulaire, une fiche de suivi. Il y a plusieurs outils Play. L'outil Play, le gros, que les 18 activités, donc les activités qui avaient été discutées par les éducateurs physiques, plus des activités qui sont reliées à l'équilibre, il y en a 18. Ça a vraiment été créé comme un outil de recherche. C'est très complet. Ils ont évalué des milliers de jeunes en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta, Manitoba, puis ça va sortir au niveau de recherche, mais c'est gros. Ce qui est intéressant, je veux dire, vous pouvez toujours prendre des éléments qui sont appropriés à vos activités, mais c'est un plus gros outil. Moi, l'outil, honnêtement, que j'aime, c'est le Play de base, qui est sans activité, qui est lancer, courir, botter. Pour moi, ça travaille vraiment bien. C'est ça qu'on travaille avec nos étudiants, avec nos entraîneurs. Il y a aussi des outils qui sont des observations et non de la mesure de mouvement. Par exemple, le Play entraîneur et parent demande des questions comme est-ce que le jeune aime participer à des activités, sont-ils confiants? Donc, on n'est pas en train de demander d'évaluer le mouvement de façon formelle, comme nous faisons avec habileté de base, mais de faire des observations plus par rapport à des éléments psychosociaux, la confiance en soi, des choses comme ça, qui est vraiment intéressant. Puis en plus pour les jeunes, on a une auto-évaluation. C'est vraiment intéressant, un petit texte assez simple, que les jeunes font une auto-évaluation d'eux-mêmes, où ils se trouvent dans leur développement, puis est-ce qu'ils aiment ça qu'ils font, des choses comme ça. Puis enfin, un que je trouve quand même assez utile, c'est le registre. Voici une question à songer un petit peu dessus. J'ai un jeune de 7 ans que pendant 12 mois par an, il fait de la natation, puis il fait du soccer. Puis il est actif, c'est sûr. Il est probablement en très bonne forme. Mais est-ce qu'on a développé de la littératie physique?
Moi, je vous répondrais que non. Parce que oui, nous avons sur terrain et dans l'eau, mais nous n'avons pas développé le lancer, l'attraper, hein, le frapper. Ce que le registre nous permet de faire, c'est que ça nous permet un petit peu de faire un éventail de toutes les activités, les sports que notre jeune participe dedans. Donc, je trouve que c'est vraiment un outil qui peut être très utile pour nous faire comprendre au niveau peut-être d'une communauté, d'une plus grande organisation, qu'est-ce qui se passe. Ça fait de la fun en ligne, puis ça revient un petit peu à la question par rapport aux vidéos. Vous pouvez aller en ligne et vous créer un compte d'utilisateur, ça coûte rien, c'est juste votre nom, votre prénom, votre courriel. Et là, vous pouvez créer des groupes. So, par exemple, moi, j'en ai un pour mes jeunes au football. J'ai chaque jeune d'entrée, puis ça que ça me permet de faire, c'est sur le terrain, avec mes fiches, on marque Jean a fait ceci, Guillaume a fait ça, Michel a fait ceci, on évalue les différentes habiletés, puis on peut ensuite aller et enregistrer ça en ligne, qui est vraiment intéressant. En plus, vous allez trouver les cahiers qui ont toutes les descriptions de quoi et comment évaluer, des liens aux vidéos. C'est un site qui est assez, quand même assez bien fait. Je vous avertis qu'il est présentement, puis je sais c'est plate de vous dire ça parce que vous voulez tout aller l'essayer, mais présentement, il est dessous un petit peu, ils sont en train de le refaire un peu. Donc, il y a des liens qui fonctionnent pas, mais vous pouvez vous enregistrer puis commencer à rentrer vos groupes. Ça, j'aime vraiment ça. C'est une fois que c'est tout rentré, ça vous permet de faire comme une tabulation, comme des résultats globaux de votre groupe. Donc, si j'ai un groupe de hockey, de soccer, peu importe, je rentre les résultats. Ça me permet de rentrer les résultats à plus qu'une reprise. Donc, début d'une saison, milieu d'une saison, fin d'une saison, début d'un projet d'études. Mais c'est tout en ligne. Moi, je le trouve vraiment, vraiment bien. Là, on a des questions de nouveau. On veut s'attarder quelques instants sur la question pourquoi qu'on veut évaluer, tout simplement. Guillaume, je te passe la parole. Oui, merci Michel. Donc, je vous lance un sondage à tous. On vous donne quelques instants pour répondre. Donc, pourquoi évaluer? C'est une question en fait à choix multiples. Prenez le temps. Vous pouvez soit choisir recherche, vous évaluez pour la recherche, l'évaluation de votre programme, l'évaluation dans le but d'apprendre sur votre programme ou l'évaluation de l'apprentissage du jeune ou encore même pour la sensibilisation, l'engagement et le marketing. Donc, je vous laisse quelques instants pour répondre. Presque tout le monde a répondu. Je vais fermer le sondage. Donc voilà, merci. Alors, je vous partage les résultats. Michel, je ne sais pas si tu peux les voir. Non, Guillaume, si tu veux me donner, qu'est-ce que les trois gros, les trois premiers? OK, le premier, le plus important, donc c'est l'évaluation de l'apprentissage à 85%. Okay. Le deuxième, c'est l'évaluation de programme à 77%. Wow, et merci. Le troisième, c'est l'évaluation pour l'apprentissage à 54%. Viennent par la suite à égalité recherche et sensibilisation. OK. Le focus certainement de notre groupe, c'est pas de la recherche, mais c'est vraiment d'évaluer est-ce que l'intervention qui a été faite a eu un impact. Oui. C'est parfait. Parfait. Donc, je vais maintenant masquer les résultats. Donc, là, on va parler de l'évaluation, puis on va faire une petite étude de cas. Voici ce qu'on voit sur l'écran. C'est vraiment ça que vous retrouvez dans le cahier de travail. Donc, on veut travailler avec 5 mouvements, disons, le play de base. On ouvre notre cahier de travail, puis voici, c'est courir, sauter, atterrir sur 2 pieds. Ce qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on dit à l'enfant. Donc, c'est un petit peu un script pour dire, oh, on est devant notre enfant, je veux que tu sautes une fois rendu au cône et que tu atterrisses sur les 2 pieds. Cours, saute et atterris sur tes 2 pieds du mieux que tu peux, comme pour un saut en longueur. Vous êtes prêts?
Vas-y maintenant. À partir de cette description, de ces instructions-là, l'enfant fait le mouvement et nous sommes maintenant au point de l'évaluation. On va dire tout d'abord, est-ce que l'enfant est en développement ou est-ce qu'il y a le mouvement? En d'autres mots, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment initié au mouvement? C'est quelqu'un qui a vraiment pas fait de mouvement, c'est les premières fois qu'il fait, le mouvement est gauche, c'est pas très accompli. Ou quelqu'un en émergence, puis vous voyez une petite différence, les mouvements segments entre la course et le saut et la réception au sol. Là, on voit une petite évolution, mais c'est pas encore un mouvement qui est complet. Lorsqu'il devient complet, on est en acquisition. Le jeune pourrait être compétent. C'est-à-dire, il fait le mouvement en général, mais c'est un petit peu plus lent, il saute pas aussi loin, mais le mouvement comme tel, il court, il saute, il existe. La maîtrise, ça c'est vraiment où ce qu'on met un beau mouvement avec de la force, de la puissance. C'est quelqu'un qui maîtrise le mouvement. Ceux-là qui ont fait le PNCE, nos mouvements fondamentaux, je vous dirais en général, nous trouvons les 1 et les 2 ici. Les 3, c'est vraiment ceux-là qui deviennent compétents. Et la maîtrise, c'est un 3+. C'est l'enfant qui non seulement a un beau mouvement, mais ça devient vraiment, c'est au-delà de beau, ça devient très efficace. Quelqu'un qui maîtrise en effet le mouvement. L'échelle qui est utilisée, un petit peu différent. Si vous avez fait le PNCE ou vous avez fait le Kiwi Dex original, on mettait dans des étapes bien claires, une étape 1, étape 2, étape 3. Ceci, ça permet l'échelle de 100 mm, nous permet d'avoir un petit peu plus d'interprétation subjective. Donc, 0 à 25, essentiellement, c'est nos jeunes qui sont dans des stades initiaux. Ils sont pour la première fois en train de voir le mouvement. C'est vraiment, vraiment de base. De 26 à 50, c'est l'émergence. Donc, c'est un petit peu plus fluide. Il y a encore plein d'erreurs, mais on voit, c'est pas la première fois que tu es exposé au mouvement. Tu as commencé à avoir une habileté, tu as commencé à le développer. Là, à un point donné, on dit, wow, on a de l'acquisition parce que maintenant, je vois vraiment le mouvement. Tu es en train de lancer, de tirer, de botter, de frapper, peu importe, mais je vois le mouvement. Il est peut-être encore un petit brin plus lent, peut-être un petit peu d'hésitation, mais là, on est en compétence. Puis ensuite, ultimement, la maîtrise. Ça que ça nous permet avec l'échelle, c'est disons, ici, au temps 1, j'ai fait l'évaluation de quelqu'un au saut, au lancer, peu importe, puis, oh, wow, je le vois, il commence à acquérir le mouvement. Bravo. Plus tard, peut-être 1 mois ou 2 mois après, je refais, puis oui, il est nettement meilleur. Je vois qu'il commence à se déplacer au niveau de la compétence. Donc, c'est une échelle qui est à la fois catégorique, mais qu'on a beaucoup plus de, c'est qu'on peut être un petit peu plus raffiné. C'est-à-dire là, on va faire une étude de cas. On va avoir un petit peu de fun pour l'essayer. Donc, on va regarder botter le ballon, qui est un des mouvements que l'on trouve dans play de base. Donc, notre jeune fille nous arrive, bonjour, je vais maintenant vous donner les instructions. Je veux que tu bottes le ballon au mur. Tu peux botter avec le pied droit ou le pied gauche. Botte le ballon du mieux que tu peux. Essaye de le botter au-dessus de la ligne, sur le mur. Botte le ballon du mieux que tu peux au-dessus de la marque, s'il te plaît. Prêt? Bottez le ballon. Là, nous avons nos différentes catégories. En développement, beaucoup de lacunes majeures pendant l'exécution, passe à côté du ballon. Le haut et du bas du corps n'est pas synchronisé. Pensez aux jeunes enfants qui commencent, pour la première fois, qui commencent à botter le ballon. Souvent, c'est avec les orteils. Là, ils ont eu de la pratique, c'est plus émergence. So, il y a encore des lacunes, le ballon va lentement, des signes, mais il commence à avoir un petit peu des signes que l'enfant contrôle la direction, puis le contact avec le pied un petit peu plus solide. Là, on voit peut-être un enfant que c'est plus en acquisition. So,
le niveau d'exécution de base, hey, c'est pas pire, il y a encore des erreurs, mais le ballon va dans la bonne direction, bonne vitesse. Donc, on voit qu'il y a quand même, c'est un petit peu plus avancé. La maîtrise, c'est le ballon est propulsé avec force, le haut du corps mène le bas du corps, puis on a vraiment le suivi. Le mouvement se poursuit avec force après le ballon. Donc, si on regarde la vidéo, on va s'attarder uniquement à la première participante. Vous allez observer la première participante. Voici ses instructions. Est-ce qu'on le voit bien, Guillaume? Oui, en fait, du moins de mon côté, tout se passe très bien. On le voit parfaitement. Ça, c'était notre deuxième participante. Mais on va vraiment s'attarder à notre première qui aurait du bot. Ça sera à peu près ici, la ligne. Je vais vous permettre de revoir la vidéo. Donc, on s'attarde uniquement à la première participante. Première participante, le beauté. Donc, vous allez déterminer à travers un vote, est-ce que c'était une personne en développement ou en acquis, initial, émergence, compétence ou maîtrise. So, Guillaume, si tu veux rouvrir le vote. Oui, je lance le sondage. Donc, est-ce que vous croyez que notre première participante était à le stade en développement, donc initial, en développement émergence? Est-ce que c'était acquise, donc les compétences, ou acquise maîtrisée? On vous laisse le temps de répondre. J'ai vu aussi qu'il y avait une question de M. Roux. On va lui répondre. On va laisser Monsieur Johnson continuer un peu, puis je vais la poser par la suite. Je crois qu'elle est très pertinente. Donc, il ne reste plus que 2 personnes, je crois. Plus qu'une seule personne, mais je crois que je vais fermer le sondage. Alors voilà. Donc, je vous partage avec vous les résultats. 75% de nos participants ont évalué qu'elle était en développement au stade émergence. 17% ont évalué qu'elle était au stade des compétences acquises et 8% pensaient qu'elle était en développement initial. Ah, c'est bien. Donc, bravo. 75%, vous avez trouvé des lacunes dans le mouvement. Dans son cas, je m'excuse. Dans son cas, elle est difficile. Moi, je l'aurais trouvé très difficile. Je la trouve très difficile à évaluer, cette jeune femme-là, parce qu'elle se donne très peu d'élan. Puis, elle a aussi eu la balle dessous ça qui serait la ligne. Donc, bravo. Ça, c'est vraiment sur tous vos outils, c'est ça que vous faites. C'est que vous donnez l'instruction, ensuite vous évaluez selon les 4 grandes catégories et l'échelle. Puis là, on avait une question, Guillaume, que oui. Maintenant, ça serait un bon temps. Oui, c'est ça que je m'en ai dit. En fait, c'est justement un bon moment. Donc, Monsieur Kevin Roux dit, donc je cite, je vois que l'évaluation est beaucoup subjective. Avez-vous mis en place des évaluations objectives? Car pour moi, le subjectif peut avoir un risque d'avoir un grand risque d'erreur, en fait, parce que la subjectivité veut dire, en fait, une plus grande marge d'erreur, surtout si c'est différents intervenants qui évaluent. Absolument. Ça qui est quand même intéressant, mais soyons clairs, souvent, ces évaluations jusqu'à date ont été faites par des chercheurs. Donc, dans notre cas, on a nos étudiants, on monte multiples vidéos, on cherche cette relation inter-évaluateur. Lorsque les gens sont entraînés un petit peu, c'est vraiment surprenant. Dean a déjà partagé le inter-rater reliability. Donc, comment ça se ressemble entre évaluateurs. C'est vraiment surprenant.
Moi, comme physiologiste, je serais honnête, moi, c'est souvent, je veux des mesures, je veux des combien de mètres que la personne a sauté, qu'est-ce qu'était le déplacement en centimètres, je veux des données. Comme physiologiste, je vous dirais, je suis très surpris, et ça d'une façon positive, d'à quel point qu'avec de l'entraînement, les gens sont vraiment pas pires. Souvent, on parle de plus ou moins 5 millimètres sur l'échelle, puis honnêtement, je trouve que c'est vraiment pas pire, ça. Donc, moi, j'ai encore c'est tendance comme chercheur de vouloir de l'objectif et du subjectif. Sur terrain, même dans les combines de la Ligue nationale de football, une des choses, il y a maintenant un comité parce que le combine au NFL, c'est vraiment très, très objectif. Comment vite, comment loin, comment haut. Ils ont maintenant un comité pour regarder comment évaluer la qualité du mouvement. Donc, je vous dirais, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est peut-être une combinaison des deux. On voit un petit peu ça dans l'outil Capo, que je trouve intéressant aussi, ou ce qui est encore, par exemple, la course navette. En plus d'évaluation de littératie physique, qualitatif, ils ont vraiment quantifié de façon très rigide la forme physique. Donc, à chaque groupe de se trouver leur méthode, mais je vous dirais très honnêtement, c'est très surprenant. Avec un petit peu d'entraînement en utilisant des vidéos. On a eu une formation hier avec des étudiants qui se préparent un projet de recherche. On a fait les outils de passeport pour la vie, Play et les mouvements fondamentaux. Puis on faisait des évaluations avec des télévoteurs de vidéos, de jeunes qui ont rentré. Puis encore, ça me surprend après une journée de formation avec eux à quel point ça se ressemblait. Donc, très bonne question, mais on peut la résoudre avec un petit peu de travail. J'espère que ça vous a répondu. J'imagine qu'essentiellement, c'est d'avoir une formation commune aussi, puis d'évaluer, en fait, plutôt de déterminer des standards communs au niveau de l'évaluation. Oui. Ça se fait au travers, évidemment, de la formation et de l'observation des vidéos qui sont disponibles. À partir de là, on va être capable d'appliquer les outils Play d'une façon, comme vous dites, là, en utilisant la règle des millimètres ou l'échelle des millimètres. Ça va être possible de pouvoir évaluer, d'avoir plusieurs évaluateurs qui vont être capables de pouvoir, je m'en ai dit pinpointer, mais à presque 5 millimètres près, là, le niveau de littératie d'un jeune. Puis je sais au début, on se dit, non, ça peut pas se faire que les gens vont être d'accord. C'est surprenant. Je suis une des personnes qui est devenue convaincue. Je serai disponible pour des questions. Je vais terminer pour ceux-là qui doivent terminer, puis ensuite, s'il y a des questions, on peut continuer. Parfait. À venir, en 2016-2017, il y a des nouveaux outils Play vraiment intéressants. Il y en a un qui va regarder au niveau de la créativité des jeunes. Donc, au niveau du jeu créatif. Un autre sur l'asymétrie, ceux-là d'entre nous qui font le Functional Movement Screen, par exemple, où ce qu'on regarde l'asymétrie entre le bord gauche, le bord droit, il y a un outil qui sort, puis il y a K-Play. Parce que vous allez remarquer, on n'a vraiment pas d'outils pour l'éducation élémentaire, primaire, comme le Early Childhood Education, je m'excuse encore. K-Play va venir nous donner des outils avant l'âge de maternelle. Ça, c'est censé être prêt à l'intérieur de la prochaine année. La conférence internationale de la littératie physique aura lieu à Toronto en 2017, au mois d'avril. Ceux-là qui ont la chance d'y assister. Il y a des très bons renseignements qu'on vous a donné des liens ici sur la littératie physique, les outils Play. Encore une fois, le site est en train d'être mis à jour. Le sport, c'est pour la vie. Ceux qui ont développé le DLTA, le développement long terme de nos athlètes, les outils Play. Des ateliers communautaires. Ceux d'entre vous qui veulent assister à un atelier communautaire sur comment utiliser tous ces outils-ci ou organiser un dans votre communauté, il y a un lien qu'on a mis là que vous pouvez avoir les gens de Sport pour la vie venir assister, organiser et de vous donner je m'excuse, ces workshops-là. Nous autres, on a eu plusieurs dans la région. C'est vraiment de la fun. C'est une expérience. Les gens ont la chance de partager, d'apprendre ensemble. Encore une fois, un gros merci à vous autres, Guillaume et Kim, et nos partenaires.
Je suis disponible pour des questions. Pour ceux qui doivent partir, j'espère qu'on n'a pas dépassé de trop. Je vous remercie pour être venu. Et s'il y a des gens qui veulent rester quelques minutes, je suis certainement disponible. Merci tout le monde. Merci infiniment, Monsieur Michel Johnson, professeur agrégé en kinésiologie à l'École de kinésiologie de l'Université de Moncton. Si je peux me permettre de rajouter un petit point concernant justement les conférences et les ateliers communautaires au Québec, dans le cadre évidemment du programme Vive l'activité physique RBC. Durant toute la période là, de janvier, février, mars et avril, on a réalisé beaucoup de ces ateliers-là avec vous, avec certains qui sont en conférence avec nous présentement d'ailleurs, que ce soit à Québec, à Montréal, en Outaouais. En Outaouais ou dans le centre du Québec. Évidemment, ça va continuer dans la prochaine année qui s'en vient, maintenant qu'on a de plus en plus de gens qui sont, en fait, de plus en plus d'organisations qui embarquent dans la littératie physique, qui veulent l'appliquer. On va évidemment maintenant avoir une évolution des besoins, puis on va s'en aller éventuellement vers l'explication des outils clés. Donc, merci beaucoup, Michel. C'était une super présentation. Je regarde présentement, j'ai juste une seule question de la part de Monsieur Carey qui demandait si, évidemment, le PowerPoint va être disponible. Oui, on va vous envoyer non seulement un lien, en fait, Madame Kim, qui est sur l'appel avec nous présentement de Sport pour la vie, va vous envoyer à tous un courriel incluant le PowerPoint et évidemment l'enregistrement même de ce webinaire présentement. Aussi, la liste des liens qui ont été présentés, donc pour les outils clés, pour la littératie physique et évidemment tout le reste là aussi. Je pense qu'il y avait les passeports pour la vie aussi qui étaient très intéressants. Je vous laisse encore peut-être quelques secondes en attendant que de voir. Alors voilà, on n'a que des remerciements pour l'instant, pas de questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tout le monde d'avoir participé. Et donc, quelques petits instants encore. Parce que peut-être que parfois les questions peuvent être un peu longues alors à écrire, donc on va juste laisser le temps. Non, puis j'aimerais vraiment, encore une fois, Guillaume, merci, puis merci à tous les participants. C'était un grand plaisir de pouvoir partager avec vous autres. Dans notre version pan-canadienne, d'ailleurs, de notre webinaire, de Victoria à Moncton. Oui, hein? Oui. Oui, hein? On dirait que ça fait un bon titre. Écoutez, je pense que ça fait le tour de la question. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, on vous invite à les envoyer à Kim. Puis Kim, je pense, va pouvoir rentrer en contact avec vous et redistribuer d'ailleurs les questions. Les questions qui sont là vont être, en fait, les questions qu'on a répondues pendant le webinaire vont être dans la version enregistrée. Probablement que on va pouvoir même en faire quelques onglets là, spécifiques dans la version YouTube. Donc ça conclut notre webinaire sur la présentation des outils Play. Merci infiniment, Michel Johnson, pour cette présentation super animée et très claire. Encore une fois, donc, merci infiniment. Merci à Canada, le sport, c'est pour la vie pour la présentation, la tenue du webinaire. On vous souhaite une bonne fin de journée à tous et on se revoit au prochain webinaire. Merci. Guillaume, on peut faire un petit debrief de quelques minutes avec Kim? Oui, on va se rappeler en fait sur téléphone, ça serait le mieux. Oh, OK. Parfait. Merci beaucoup. Merci. À tout de suite. Bye. Salut.